Bonjour et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens dans la description. Vous avez également dans la description les liens vers les études scientifiques sur lesquelles je m'appuie dans cette vidéo, mais que nous allons parcourir en partie. Je réagis ici à un article de messieurs Fergan Azihari et de Philippe Charlet paru dans le Figaro. Voici monsieur Azihari qui a par exemple déclaré dans Le Point « L'écologie politique est d'abord un puritanisme ». Et voici monsieur Philippe Charlet. Tout d'abord, dans cet article du Figaro, il déclare « La société moderne a néanmoins échangé d'anciens fléaux écologiques contre de nouveaux maux, dont le changement climatique est l'un des plus préoccupants. Nous avons donc ici un terrain d'entente, car il est vraiment difficile de débattre ou de discuter avec des climato-sceptiques. Je me demande cependant si ces messieurs ont en tête les ordres de grandeur et l'objectif qu'est l'atteinte de la neutralité carbone autour du milieu du siècle pour pour maintenir le réchauffement en dessous de niveaux soutenables, car beaucoup de leurs propositions ne semblent pas cohérentes avec cet objectif. Cet article est alors résolument anti-ENR. Nous allons voir par exemple une affirmation qui est « Gardons-nous de miser sur les énergies intermittentes comme l'éolien et le solaire. Elles sont incapables d'alimenter une civilisation développée. Leurs partisans se réjouissent d'ailleurs de la sobriété heureuse qu'elles induiraient, une sobriété qui se traduirait dans les faits par une pauvreté absolue. » Il déclare également « Le développement des renouvelables apparaît comme une vaste opération de greenwashing. Leur échec doit nous inciter à revoir notre stratégie. » L'article est également résolument pro-nucléaire, mais c'est-à-dire tout nucléaire dans le sens où ce serait la panacée. C'est le titre. Pour préserver la croissance et le confort matériel, l'énergie nucléaire est indispensable. Je suis plutôt favorable au déploiement de la technologie nucléaire. Je regrette qu'elle ne pèse que 4% de l'énergie primaire mondiale et que cette part soit encore orientée à la baisse. Je ne sais pas si ces messieurs sont au courant de la tendance lourde. Je regrette aussi qu'une certaine écologie politique ait nui au développement de cette filière, mais ce n'est pas la seule explication. On parle aussi d'une technologie qui est assez complexe avec des filières à mettre en œuvre. À titre d'exemple, en Asie, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, etc., couvrent tout de même maintenant environ 60% des émissions de CO2. Le nucléaire y est un petit peu développé, je pense qu'il y a 140 gigawatts de capacité. C'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme, et pourtant il n'y a pas une écologie politique très forte dans cette région du monde. Voilà, on peut avoir une politique pro-nucléaire forte, mais encore faut-il que les projets soient déployés. Les réacteurs nucléaires, ça ne pousse pas comme des champignons. Donc anti-ENR, le nucléaire comme la panacée, est très anti-sobriété, notion qui est renvoyée par ces messieurs au Moyen-Âge, la misère, la maladie, la pollution. Il semble y avoir confusion entre sobriété égale régression et ce que pourrait signifier la sobriété dans notre monde moderne, et en quoi elle pourrait contribuer à la transition énergétique. D'ailleurs, cette notion est très présente dans la littérature scientifique, comme nous allons le voir. Ma question en fait est simple, sur quels travaux scientifiques se basent messieurs Azihari et Charlet pour appuyer leurs affirmations, car dans cet article, ils n'en citent aucun, ils ne citent aucune source de travaux scientifiques, ni dans d'autres interventions que j'ai pu lire ou voir dans Valeurs Actuelles, Le Point, Contrepoint, Atlantico ou encore TV Liberté. D'ailleurs, dans un article dans Atlantico, monsieur Charlet appelle à relancer significativement les investissements dans les énergies fossiles. Et je cite, « J'ai au cours des 5 dernières années lancé de nombreuses alertes indiquant combien la sirène de l'arrêt des investissements pétroliers mais aussi gaziers, promue par l'écologie politique et leurs ONG d'extrême gauche, était un suicide économique, notamment en Europe ne produisant ni pétrole ni gaz. » Alors, il semble y avoir confusion. L'Agence internationale de l'énergie appelle à l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles, comme nous allons le voir. Encore faut-il que cela soit accompagné de mesures de gestion de la demande qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Âge, mesures également recommandées par l'Agence internationale de l'énergie dans sa feuille de route net zéro à 2050.
Monsieur Charlet, dans d'autres articles, invoque aussi ce type de position comme le désinvestissement des énergies fossiles comme relevant du climato-gauchisme. Mais il me semble qu'on n'en est pas tout à fait là. Je m'interroge ainsi en termes de cohérence lorsque on dit que le réchauffement climatique est un problème grave et que de l'autre côté, on propose de relancer les investissements dans les énergies fossiles alors que cela ne permettrait pas de reboucler l'équation énergie-climat que nous avons à résoudre et qui est déjà très difficile avec une voie très étroite et nous ne sommes toujours pas sur le bon chemin malheureusement. Messieurs Azihari et Charlet qualifient souvent ceux qui ne pensent pas comme eux d'obscurantistes ou d'obscurantistes verts. La définition du dictionnaire de l'obscurantisme est une attitude visant à s'opposer à la diffusion de connaissances scientifiques. Je ne vois pas de sources scientifiques dans les articles de ces messieurs et ma question est simple. Considérez-vous le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, RTE, également l'Agence internationale de l'énergie atomique que nous allons voir et la World Nuclear Association, selon vous, est-ce qu'il s'agit ici d'institutions obscurantistes? Ce sont sur ces institutions en tout cas que je vais m'appuyer sur le reste de cette vidéo. Je vous invite évidemment tous ainsi que ces messieurs à lire au moins les résumés des rapports. En préambule, si encore la communauté scientifique n'avait besoin que d'elle-même pour faire avancer la transition, ce ne serait pas très grave de semer la confusion ainsi. Cela importerait peu. Or, la communauté scientifique dit expressément qu'elle a besoin d'une mobilisation massive de politiques, des entreprises, de la société civile, des citoyens pour mener à bien la transition. Nous allons le voir également. Malheureusement, la surface médiatique de messieurs Azihari et Charlet et des journaux dans lesquels ils s'expriment est très largement supérieure à la surface médiatique du GIEC, de l'AIE, de RTE ou de cette modeste vidéo. Cela sème malheureusement beaucoup de confusion sur ce qu'il faudrait faire pour mener à bien la transition, alors qu'elle est déjà bien assez compliquée comme ça et que nous avons besoin de la mobilisation de tous. Passons d'abord côté nucléaire, sur en quoi ça peut représenter une panacée et quel est le potentiel réel à 2050. La World Nuclear Association s'aligne sur le scénario Stated Policies de l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire avec les politiques actuellement en place. Dans ce scénario, la contribution du nucléaire serait de l'ordre de 8% de l'électricité mondiale d'ici 2050. C'est déjà beaucoup, puisque la part de l'électricité dans le monde, enfin la part de l'électricité dans l'énergie va augmenter, elle n'est que de 17% aujourd'hui. La part du nucléaire aujourd'hui dans l'électricité mondiale est de 10%, mais pour être à 8% en 2050, en fait, il va falloir installer des capacités supplémentaires. Donc ça, c'est avec les politiques existantes. On peut évidemment renforcer les politiques de développement du nucléaire, et nous allons voir vers quoi ça peut nous mener, sachant aussi qu'une politique, on peut avoir du volontarisme politique, mais que derrière, les projets ont du mal à sortir de terre. Nous le voyons notamment, malheureusement, avec le nucléaire. Passons à l'Agence internationale de l'énergie atomique et ses estimations à elle en scénario bas et scénario haut. Alors, dans le scénario haut, le nucléaire contribuerait à hauteur de 12% de l'électricité mondiale d'ici 2050, contre à nouveau 10% aujourd'hui, mais ce serait une hausse significative, car à nouveau la part de l'électricité dans l'énergie est largement orientée à la hausse. Dans le scénario bas, le nucléaire ne représenterait que 6% de l'électricité mondiale, avec des capacités qui seraient à peu près maintenues comme égales à aujourd'hui. Ce qui serait déjà un certain accomplissement, puisque comme le mentionne également l'AIEA, patience. Oui, même le scénario bas est un certain défi, puisque beaucoup de nouveaux réacteurs vont être nécessaires, ne serait-ce pour maintenir la capacité au même niveau qu'actuellement, et des incertitudes demeurent concernant le remplacement de certains de ces réacteurs, notamment en Europe et en Amérique du Nord, comme nous le savons. Et puis, sur le scénario haut, donc déjà le scénario bas c'est un certain défi, le scénario haut nécessiterait des actions significatives. On ne dit pas que c'est impossible, mais déjà on est vraiment dans le plus ambitieux imaginable, avec un déploiement accéléré de réacteurs de nouvelle génération. Hein, donc pas évident, entre 6 et 12%, donc il y a un gap assez important à refermer.
Quand on dit l'Agence internationale de l'énergie, qui est la meilleure synthèse que l'on peut imaginer des travaux en matière de transition énergétique, avec voilà, l'ensemble des laboratoires qui contribuent aux travaux de l'AIE, dont voici quelques grandes lignes. D'ici 2050, le secteur énergétique serait dominé par les renouvelables. D'ici 2050, quasiment 90% de la production d'électricité proviendra de sources renouvelables. L'éolien et le solaire représenteront 70% de cette production. La plupart du reste, c'est-à-dire des 10% restants, proviendra du nucléaire. Voilà pour l'Agence internationale de l'énergie. Elle évoque également, contrairement à ce qu'affirme M. Philippe Charlet, il n'y a pas besoin d'investissement dans de nouvelles capacités de production d'énergie fossile dans la trajectoire net zéro. Comme nous le verrons, il faut que tout cela soit accompagné de mesures de gestion de la demande. Qu'en dit le groupe 3 du GIEC, celui sur les solutions d'atténuation du changement climatique? Donc le GIEC, ce n'est pas une petite clique de 5-6 personnes qui écrivent ce qu'ils veulent, c'est la synthèse des travaux de la communauté scientifique, validée par cette même communauté scientifique. Si cette synthèse racontait n'importe quoi, la communauté scientifique serait vent debout. D'ailleurs, ceux qui suivent régulièrement les travaux de la communauté scientifique entre les rapports du GIEC ne voient pas de scoop à ces résultats. Alors, voici un graphique de synthèse sur les options disponibles tout de suite, car il faut commencer cette transition tout de suite et atteindre de grosses réductions des émissions de CO2 d'ici 2030. Quelle solution nous permettrait d'atteindre l'objectif, même si ce sera loin d'être facile? Je ne suis pas en train de dire que les ENR non plus sont la panacée, et les industriels des ENR sont bien au courant du fait qu'il y a beaucoup de défis techniques à relever. Néanmoins, ce qu'on voit ici, c'est qu'à horizon 2030, l'énergie solaire et éolienne combinée serait de nature à contribuer à une réduction des émissions de CO2 à hauteur en tout de 8 milliards de tonnes de CO2 par an. Pour rappel, tout gaz à effet de serre confondu, le monde est aujourd'hui autour de 50 milliards de tonnes d'émissions de CO2 en équivalent, si on compte donc le méthane et notamment le protoxyde d'azote en plus du CO2. La majeure partie de ces réductions serait relativement peu coûteuse, comme on le voit ici en bleu et dans une moindre mesure en jaune. Le nucléaire peut également contribuer à la transition énergétique, mais dans une bien moindre mesure, à hauteur de 1 milliard de tonnes par an à horizon 2030, et cette contribution serait plus coûteuse. Je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble des solutions sur la gestion des sols, les bâtiments, les transports, etc. Il y a aussi des solutions de sobriété, comme nous allons le voir. On voit ici que la notion de changement de comportement et de mode de vie est assez présente, puisque, comme je le disais, il faut absolument accompagner la transition, enfin il faut un bouquet de solutions pour résoudre une équation très complexe, et la voie est étroite. Donc il faut des solutions de gestion de la demande qui s'éclatent en 3 catégories. Tout d'abord, les facteurs socioculturels, c'est-à-dire des choix individuels, des comportements, des évolutions de mode de vie, des normes sociales et culturelles. Il y a l'utilisation d'infrastructures qui relève de l'adaptation des choix individuels et des comportements à l'évolution des infrastructures de transport, de chauffage, etc. Et puis enfin, il y a l'adoption des technologies par les consommateurs. Ces 3 catégories vont nécessiter une mobilisation massive, vraiment de la société civile. Donc j'en appelle, je vous en supplie, ne soyez pas la confusion, la tâche est déjà bien assez difficile ainsi et le risque énorme. Passons au rapport RTE qui est plus spécifiquement sur la France. Alors d'abord c'est le rapport RTE, il n'y a pas de trucage, RTE. Quelques-uns des messages clés, à nouveau c'est un travail d'expert très très fin réalisé à l'échelle de la France. Tout d'abord, agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique, voire la sobriété, est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques. Donc là on ne parle pas de bobo, de khmer vert, de climato-gauchiste, donc la notion de sobriété est également présente. Ensuite, atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. On revient à un graphique de synthèse que je montrais. Voilà. Où on a une synthèse des scénarios. Alors il y a 6 trajectoires différentes, mais toutes très complexes, 6 trajectoires différentes pour parvenir à l'objectif de sortie des énergies fossiles d'ici 2050. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément l'embarras du choix, c'est que chacune de ces trajectoires est semée d'embûches en espérant qu'au moins une fonctionne.
eh bien même dans la trajectoire la plus ambitieuse pour le nucléaire, il y a besoin d'un déploiement assez important d'énergie renouvelable. Hein. Donc par exemple ici, x7 sur le solaire, x2,5 sur l'éolien. Attendez, oui c'est ça, N03, c'est la trajectoire la plus ambitieuse sur le nucléaire, sachant que c'est loin d'être gagné, hein, voilà, en espérant que les chantiers suivants se passent mieux que Flamanville. Je reviens à l'AIE pour aussi montrer la richesse de la littérature scientifique sur les questions de gestion de la demande, de sobriété, d'adoption de nouveaux modes de vie et de nouvelles technologies. Les deux vont de pair, par les consommateurs, et cela n'a absolument rien à voir avec le Moyen-Âge, vraiment c'est au contraire, c'est assez moderne et ça relève de la gestion efficiente des ressources, et au point où nous en sommes, nous n'avons malheureusement plus du tout le luxe de nous passer d'une quelconque solution, car j'insiste, la voie est très étroite, donc il faut mettre la rhétorique de côté, s'il vous plaît. Voilà, la littérature est assez riche, donc ça va de... alors il y a 500 milestones proposés par l'AIE, et toutes ne concernent pas les changement de comportement, mais il y a par exemple la limitation de la vitesse sur route, c'est abondé par une littérature scientifique assez vaste, donc là aussi s'il vous plaît, lorsqu'il s'agit de réduction de la vitesse sur autoroute, ça n'aide pas de se traiter de tous les noms dans tous les sens, il faut vraiment un effort collectif, même si je sais que c'est difficile. Pour l'efficacité énergétique du bâtiment, il y aura besoin de la mobilisation des consommateurs, pour, on va plus bas, le recyclage, pour la décarbonation des transports, des voyages. Voilà, je vous laisse lire, j'espère que, bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, sinon je vous invite à passer ça dans DeepL. Il y a toute une liste de choses à faire et ça devrait nous enthousiasmer plutôt que de générer du ressentiment. Voilà, c'était pour une brève présentation, mais en fait, avec Karim Megherbi, un ami à moi et très expert sur ces questions-là, nous allons préparer un article qui rentre un peu davantage dans le détail de tout ça, parce que cette présentation relevait un petit peu d'arguments d'autorité, je l'admets, donc le GIEC dit cela, l'Agence internationale de l'énergie dit ceci, RTE dit cela, mais bon, en même temps, je pense qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font, mais nous allons rentrer davantage avec Karim Megherbi dans la logique qui sous-tend tout ça, pourquoi est-ce qu'on évalue le potentiel des renouvelables comme étant non négligeable. Donc Karim Megherbi est encore beaucoup plus expert que moi en la matière, il travaille dans le domaine des énergies renouvelables, il est en contact régulier avec des experts de l'AIE, donc notre article sera une vulgarisation de ce savoir-là. Nous invitons, s'ils le souhaitent, messieurs Aziari et Charlet à débattre avec nous, car nous pensons qu'il y a potentiellement incompréhension, alors que la situation est vraiment dramatique, voire très, très, très effrayante. Il y a eu bon, je le cite beaucoup en ce moment, un rapport de la NASA il y a quelques mois qui estime que des zones, enfin d'ici 2050 et encore plus d'ici 2070, mais dès 2050, des régions comme l'Asie du Sud ou le Golfe Persique pourraient devenir inhabitables, rien que du fait des chaleurs humides extrêmes. Donc ce n'est juste un problème climatique parmi beaucoup d'autres. Le climat est un problème écologique parmi beaucoup d'autres. Donc oui, s'il vous plaît, là ça devient vraiment urgent et parfois les choses deviennent un peu décourageantes, mais il faut que nous nous battions vraiment jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura donné envie d'en savoir plus en cliquant sur les liens dans la description. Je vous dis à bientôt, au revoir. Oui, pardon, des choses que j'ai oublié de vous montrer, des arguments, parce que j'ai beaucoup parlé en 2050 et les renouvelables présenteront tant, bon après ça sort pas du chapeau, mais quelles sont les tendances actuelles? Alors là, on est sur le site de l'AIE, vous pouvez jouer vous aussi avec les données, et on est sur le mix électrique, donc juste électrique pour l'Europe, l'Union Européenne des 28. Là, en violet, c'est l'énergie solaire, donc en valeur absolue, elle augmente, en part aussi. L'énergie éolienne, encore plus vite. Le potentiel futur va être au moins autant, je pense, pour le solaire que l'éolien. Bon, après, j'ai pas de boule de cristal. Le nucléaire a décliné, arrive à se maintenir. Bon, voilà. Pour dire, bon, aujourd'hui, si vous faites le total éolien plus solaire, et puis en 2021, c'est encore un peu plus, on est proche de un quart de l'électricité consommée, donc juste éolienne et solaire. Pour le moment, alors effectivement, ça a été à une époque cher à produire, mais maintenant devant nous, nous avons des coûts nettement moindres. Alors, nul ne dit que ça va être simple, mais pour le moment, on ne voit pas de barrière technique, physique absolument insurmontable pour continuer à avancer. Je ne dis pas que ça ne va pas se produire si un jour éolien plus solaire représente peut-être 30 ou 40% du mix, on verra bien. Mais en tout cas, tout ça, ça se surmontera aussi par des progrès dans le stockage sur la flexibilisation de la demande et aussi sur une certaine sobriété.
À échelle mondiale, donc là on est à échelle mondiale toujours sur l'électricité, hein, donc à nouveau en Europe je pense 20-25% de l'énergie est de source électrique, dans le monde c'est de l'ordre de 17%. Le reste, c'est donc les carburants des transports essentiellement et la chaleur. Donc là, sur l'électricité, là aussi, on voit, alors ça c'est en part relative, mais en valeur absolue, un début d'exponentiel depuis 10 ans. Alors c'est maigre, hein, éolien et solaire. Voilà, le nucléaire qui est plutôt stable en valeur absolue, il me semble. Oui, assez stable. Mais donc sa part relative décroît. Puisque la production d'électricité s'accroît. Bon. En part relative, éolien plus solaire, vous aviez en 2021, oui, de l'ordre de 11 ou 12% si on fait le total. Voilà. Oui, plutôt 11, entre 11 et 12, peu importe. C'est orienté à la hausse, alors que la part du nucléaire est orientée à la baisse. Il faut que ça rebondisse, et on a vu quel était le mieux qu'on puisse espérer pour que ça rebondisse avec les sources, notamment Agence internationale de l'énergie atomique. Voilà, il faut poursuivre les efforts. Il y a des motifs d'inquiétude, hein. La Chine et l'Inde, par exemple, en réaction à la crise du gaz, relancent, plein gaz sans mauvais jeu de mots, l'exploitation du charbon qui fait un gros retour et qui, au niveau mondial, va réatteindre son niveau de 2014. Donc c'est inquiétant qu'on n'arrive pas à se débarrasser du charbon, puisque c'est non seulement la source la plus émettrice, mais aussi ce qu'on sait relativement le plus décarboné. D'ailleurs, l'électricité est ce qu'on sait relativement le mieux décarboné. Donc si on n'y arrive pas, c'est pas la peine d'espérer sur le reste. Voilà, donc il faut poursuivre ces efforts-là. Une fois qu'on arrive à décarboner l'électricité, eh bien, augmenter la part aussi de l'électricité dans le monde, donc prendre sur le transport et sur la chaleur, aussi décarboner par des adaptations de la demande, par de la sobriété. On a peu parlé ici, mais il y a une myriade de solutions. Enfin, on a un problème à la fois complexe, mais aussi beaucoup de solutions qu'il va toutes falloir mettre en œuvre. On n'a pas parlé des sols, notamment l'agriculture de conservation qu'il va falloir déployer pour séquestrer du carbone dans le sol, en plus de plein d'autres avantages offerts par l'agriculture de conservation en termes de biodiversité, de préparation de l'après-pétrole et de limitation de la consommation d'intrants agricoles. Il faut faire de la reforestation. Côté régime alimentaire, il faut s'adapter à des régimes moins carnés, donc tout ça n'a absolument rien à voir avec un discours extrémiste, totalitaire, etc. C'est à nouveau de la gestion efficiente des ressources et de l'évolution et de l'adaptation aux contraintes collectivement. Voilà, cette fois-ci c'est promis, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup pour votre attention et au boulot.